Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Séance de travail entre la secrétaire générale de la francophonie et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Elle porte sur les domaines prioritaires de coopération entre le Bénin et l'institution qu'elle dirige. À suivre également dans ce 13h, un atelier de réflexion sur la liberté de la presse dans le contexte du numérique. Les travaux ont réuni plusieurs acteurs des médias à Cotonou. Et puis, la lutte contre la corruption est au cœur d'un séminaire. Il est organisé au profit des acteurs de la défense et de la sécurité. Les détails dans un instant avec Jocelyn Koga et Karen Taïo. Ravi de vous retrouver pour ce 13h, mesdames, messieurs, bienvenue. La secrétaire générale de la francophonie était hier l'invitée spéciale d'une séance de travail au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les échanges ont essentiellement porté sur les domaines prioritaires de coopération entre le Bénin et l'institution qu'elle dirige. James William Bagidi et Evariste Zomarron pour le point. Peu de temps après les longs échanges qu'elle a eus avec le chef de l'État, le président Patrice Talon, Louise Mushikiwabo arrive au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et la délégation qui l'accompagne doivent échanger sur les divers domaines de coopération avec le Bénin. Une séance de travail coordonnée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Je voudrais souhaiter formellement la bienvenue à Madame la secrétaire générale qui nous revient après son élection. Nous étions impatients de l'accueillir et ce jour est arrivé. Et nous voudrions saisir cette occasion pour lui dire combien nous sommes fiers de cette responsabilité qui lui a été accordée par le chef d'État à Erevan et lui dire, même si les mois se sont déjà écoulés, lui dire que nous formons des vœux de succès pour elle et pour son équipe dans cette merveilleuse aventure qui est celle de faire renaître l'OIF. Cette séance devrait nous permettre de faire le point, de nous informer mutuellement et de voir aussi comment nous pouvons instaurer des avenues nouvelles qui vont contribuer à consolider l'excellente relation qui existe déjà entre l'Organisation internationale de la francophonie et notre pays, le Bénin. Louise Mushikiwabo, de retour dans un pays qu'elle connaît bien, se réjouit de la qualité de l'organisation de la séance. Je vous remercie d'avoir réuni des collègues. J'aime beaucoup cette méthode de travail parce que ça nous permet d'échanger et d'écouter les uns et les autres sur une collaboration qui, en tout cas aujourd'hui à la francophonie, est de plus en plus transversale. Et donc ce format, cette manière de travailler nous réjouit. Cette méthode de travail, c'est celle qui réunit autour de la secrétaire générale de la francophonie les ministres béninois en charge de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, des affaires sociales, du numérique et de la digitalisation et le représentant du ministre du Tourisme. Les objectifs sont dès lors clairs. Cette visite de travail est une visite qui s'inscrit dans une redynamisation de l'organisation que je dirige depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et qui s'inscrit aussi dans l'approche que moi personnellement j'ai en tant que
secrétaire général d'une organisation multilatérale, à savoir nous rapprocher des États, nous rapprocher des populations, être à l'écoute, travailler ensemble, nous inscrire nos priorités dans les priorités des États, des populations, et surtout avoir une lecture comparée d'un monde qui change de plus en plus. La suite de la visite de Louise Mushikiwabo sera consacrée notamment à l'agence de développement de Semen City, au campus numérique de la francophonie, au centre d'incubateur de l'université d'Abomey-Calavi, mais aussi au projet touristique de la cité historique de Ouidah, déjà au menu de cette séance de travail. En 2020, ce sont au total 88 États et gouvernements qui sont membres ou observateurs de l'OIF. La francophonie est à la fois un ensemble de locuteurs, mais également et surtout un projet institutionnel porté par des États dont le Bénin, même si l'anglais l'a supplanté comme principale langue diplomatique, eh bien, la famille francophone continue de s'élargir et compte aujourd'hui plus de 300 millions de locuteurs sur les 5 continents. Retour ici sur quelques faits ayant marqué cette communauté. Renaud Akakpouf et Mohamed Bio. Né sous la plume du géographe français Onésime Reclus en 1880, le mot francophonie s'est mué en francophonie institutionnelle un siècle plus tard. Il désignait la France et ses colonies, mais cette inspiration peu flatteuse du fait du relent colonialiste tombe dans l'oubli. Il a fallu attendre les années 60 pour voir sa renaissance sous la houlette de 4 figures de proue de l'histoire contemporaine. Les anciens présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de la Tunisie, Amani Diori du Niger et l'ex-prince du Cambodge, Norodom Sihanouk. La plus-value de la francophonie et sa portée politique sont ainsi magnifiées pour l'ancien président poète et membre de l'Académie française. Ce creuset n'est ni une tour, ni une cathédrale. Il se présente comme une communauté ayant en partage le français. J'ai essayé d'enseigner à mon peuple le sens de la mesure, le sens de la complémentarité, le sens du métissage culturel. C'est le 20 mars 1970 que la francophonie institutionnelle a connu son baptême du feu avec la création au Niger de l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique. Plus d'une décennie après, elle s'offre une lucane mondiale avec le lancement de la chaîne de télévision TV5. L'autre initiative majeure portée par la famille francophone est la création d'un poste de secrétaire général. Cette décision historique a été actée à Cotonou lors du 6e sommet de la francophonie organisé du 2 au 4 décembre 1995. La francophonie a dès lors pris une véritable dimension politique et pour lui donner une direction, un secrétaire général est pour la première fois porté en triomphe. Le diplomate égyptien Boutros Boutros-Ghali est élu lors du sommet tenu au Vietnam en 1997. Investi de la mission de renforcer la cohérence des actions et la voie politique de la francophonie, il a pleinement joué son rôle de porte-parole politique et de représentant officiel de la francophonie au niveau international. La valse des secrétaires généraux à la tête de l'OIF n'a pas rompu cette dynamique. L'Organisation internationale de la francophonie brasse un vaste chantier pour l'épanouissement de cette grande communauté. Cela va de la gouvernance démocratique à la prévention des conflits, en passant par le numérique et la valorisation du capital humain. Le Bénin était très récemment le centre d'éclosion de l'initiative Vivre ensemble. Que le Bénin fait une fois encore figure de précurseur, puisqu'il est le premier État à s'approprier sur le plan national de cette initiative pour en faire une composante à part entière de sa stratégie jeunesse. L'actuel secrétaire général de l'OIF, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui est venue à la succession de Michael Jean au sommet d'Erevan en 2018, nourrit elle aussi de grandes ambitions pour cette organisation vieille déjà de 50 ans.
Liberté de la presse dans le contexte du numérique, c'est une problématique qui intéresse la Direction générale des médias. Elle a à cet effet organisé un atelier de réflexion qui a réuni divers acteurs des médias. Jérôme Humbo et Bénédicte Possou. La vraie question qui devrait nous préoccuper est de savoir si la liberté de presse rétrécit ou pas avec le support. Voilà toute la problématique objet de cet atelier de réflexion de la Direction générale des médias. Opiner sur les réels enjeux de la liberté de la presse en lien avec l'avènement du numérique. Si le développement du numérique a pour corollaire le rétrécissement du champ de la liberté de presse, c'est à nous, dans cet atelier, de porter la vraie interrogation et d'apporter les bonnes réponses. Mais si les choses sont vues autrement et que nous essayons, c'est également la mission de cet atelier, d'identifier les facteurs qui permettent, qui autorisent cette réflexion, qui considère que le numérique et le code du numérique entravent la liberté de presse, c'est également au cours de cet atelier que je voudrais que nos réflexions nourries permettent de dégager les vraies raisons de cette inquiétude, de cette angoisse. Je ne doute pas un seul instant qu'avec ces orientations ou ces pistes d'orientation, nous n'ayons pas une approche de réponse cohérente, logique, afin que ces polémiques cessent et afin que la paix revienne dans la maison média. La paix pour la maison média, les associations des professionnels des médias, les institutions de la République et les réseaux partenaires sont conscients de sa nécessité pour un développement progressif sans dérapage. Je reste convaincue qu'elle nous permettra surtout de tirer les bonnes résolutions et recommandations pour la production et la circulation de l'information par les canaux numériques. Je nous invite, professionnels des médias, à surtout faire bon usage des plaquettes d'extraits de tests régissant le secteur du numérique au Bénin qui nous seront distribuées au cours de cette activité qui nous permettra surtout d'éviter les dérives enregistrées suite à l'exploitation du numérique par les professionnels des médias. Les mots seront essentiellement des mots de bienvenue. L'information qui va loin en très peu de temps est une avancée, mais aussi une arme redoutable à manier sous un angle empreint de rationalité. Je vous le disais en titre, le ministère de la Défense nationale organise depuis ce jeudi à Cotonou un séminaire sur la lutte contre la corruption. Les assises portent sur le thème « Indice du système national d'intégrité de la défense et les implications du contrôle financier dans les forces armées béninoises ». Reportage. Comment éviter la corruption au sein des armées ? Quelle stratégie adopter pour que la corruption ne gangrène et n'enraye le système sécuritaire et défensif du Bénin ? Dans son discours à l'occasion de la 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le chef suprême des armées avait martelé sa ferme volonté de crédibiliser la lutte contre la corruption et l'impunité. Le présent séminaire entre dans cette logique des choses. La transformation structurelle de notre économie et de son dynamisme passe nécessairement par cet impératif. Il a été fortement recommandé la mise en œuvre des plans d'action sectoriels des ministères et institutions qui permettent de faire reculer de façon substantielle le phénomène de la corruption et de pouvoir promouvoir les valeurs d'intégrité et de la lutte contre la corruption. Au cours du séminaire, il sera question du système national d'intégrité et de l'indice d'intégrité de la défense nationale. Le dit système sera présenté dans sa politique, son personnel, ses aspects financiers, opérationnels et logistiques. Le point focal du système national d'intégrité du ministère de la Défense nationale par ce séminaire veut vulgariser le système et sensibiliser les gestionnaires de crédit et ordonnateurs de budget. Le système national d'intégrité est un levier qui traduit dans les faits cette volonté affichée du gouvernement
et qui invite à la gestion efficiente et sécurisée des ressources mises à disposition. La mise en œuvre de cette vision en matière de lutte contre la corruption au niveau des forces armées béninoises s'est traduite par la prise d'un arrêté portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité ministériel de maîtrise des risques, dont l'une des cellules opérationnelles est la cellule de promotion de l'intégrité et de lutte contre la corruption. L'une des activités de cette cellule, inscrite dans le plan de travail annuel 2020 de notre ministère, vise à sensibiliser les cadres que nous sommes sur les méfaits de la corruption aux fins de s'en prémunir. Cette sensibilisation se fera aussi dans les autres garnisons du pays, en dehors de celle de Cotonou. D'un atelier à un autre, mais celui-ci est consacré à la validation de la stratégie nationale de l'identification des personnes, un outil, rappelons-le, destiné à doter le Bénin d'un système fiable et sécurisé en matière d'identification. Lénaïka Gbazaou. Au nombre des priorités du gouvernement de Patrice Talon figure la modernisation de l'état civil et l'identification des citoyens béninois. Après les différentes campagnes d'enregistrement de personnes, et la délivrance depuis quelques jours de la carte nationale d'identité biométrique, il est procédé ici avec les acteurs concernés et dans le souci de mieux conduire les opérations à l'étude et à la validation de la stratégie nationale de l'identification des personnes. Le document appelé à être validé traduit la volonté du gouvernement de se doter d'un cadre de référence pour asseoir un système d'identification fiable, sécurisé et statistiquement utile sur l'ensemble du territoire national. Si la stratégie proposée par les experts est adoptée par cet atelier et que par la suite cela est approuvé par le gouvernement, désormais l'identification des personnes deviendra un facteur d'inclusion et de simplification de l'accès aux services sociaux de base. Les enfants ne seront plus renvoyés de l'école pour défaut d'acte de naissance. Les parents n'auront plus à craindre pour les coûts faramineux d'un processus de régularisation par voie judiciaire. Les Béninois vivant à l'extérieur se sentiront plus proches de leur État. Les services chargés de l'identification formelle puiseront à une source unique et nationale de vérification des données identitaires et chaque citoyen se verra attribuer un identifiant unique, clé d'accès aux services du numérique. Les banques, les compagnies d'assurance, de sécurité sociale et autres bénéficieront de l'interopérabilité pour l'identification et l'authentification de leur clientèle. Une meilleure identification des personnes concourt aussi à l'effectivité d'une administration intelligente. Les ambitions du gouvernement en matière d'identification des personnes privilégient bien sûr l'intérêt du citoyen dans un monde en mutation, marqué par l'utilisation croissante, à notre grand bonheur, des téléphones mobiles, des objets connectés et des réseaux sociaux. De notre point de vue, en plus de favoriser la prestation de services par voie électronique, une stratégie d'identification des personnes accroît l'efficacité de l'action publique en faveur de la population par la création et l'amélioration des e-services. Et ce qui, en retour, favorise l'inclusion, la planification, le commerce électronique et la digitalisation de notre administration publique. Le document à valider va permettre à terme d'améliorer la gestion de l'identité au Bénin, de promouvoir et de garantir un système efficace et accessible d'enregistrement systématique des faits et des statistiques d'état civil, notamment les naissances, les mariages et les décès. Lundi 28 septembre, les acteurs de la chaîne scolaire vont reprendre le chemin des classes. À l'image des autres départements du pays, la Donga se prépare activement et tout est quasiment prêt dans les collèges et lycées, rassure le directeur départemental des enseignements maternels et primaires et celui des enseignements secondaires et de la formation professionnelle. Blaise Adampouf, Michael Nouati. Dans l'enceinte du collège d'enseignement général 1 de Djougou, tout semble calme. Les salles de classe sont pour l'heure orphelines de leurs occupants. Mais au bloc administratif, c'est le remue-ménage. Directeurs, censeurs, surveillants et enseignants, tous sont à la tâche pour les derniers réglages.
Ce scénario est le même dans les 65 autres collèges et lycées que compte le département de la Donga. Les censeurs ont réalisé déjà donc les emplois de temps donc de classe et les emplois de temps donc des professeurs. Aujourd'hui, 21 septembre, donc chaque enseignant peut passer donc dans son établissement pour retirer son emploi de temps. Un peu plus loin, nous surprenons sur le terrain Adamo Ibrahima. Il est directeur départemental des enseignements maternels et primaires de la Donga. Il se trouve à l'école Urbaine Centre où se déroule la journée pédagogique de réflexion. Les échanges portent sur la baisse de niveau en français et mathématiques. Nous l'avons choisi parce que chaque année qu'il y a CEP et qu'on fait les statistiques, on constate que c'est dans ces deux champs de formation qu'il y a problème, français et mathématiques. Et on a estimé alors que si les enseignants réfléchissent sur ce thème et proposent des solutions idoines et que c'est pris en compte, ça va participer à améliorer les performances de nos apprenants. Les deux directeurs rassurent quant à la reprise sans anicroche des cours le lundi 28 septembre prochain dans la Donga. Il n'y a pas un indice qui nous permet de dire que toutes les écoles ne vont pas ouvrir leurs portes. Et à ce sujet, je peux vous dire qu'il y a un chronogramme qui est établi de pré-rentrée. Et les différentes tâches seront exécutées. Et si ces tâches sont bien exécutées, il n'y a pas de raison que les cours ne démarrent pas effectivement le 28. On a procédé donc à un bilan des résultats du département. Et à l'issue donc de ce bilan, on a pu retenir l'effectif total donc, de groupes pédagogiques à créer pour tout le département, ce qui nous a permis d'évaluer exactement donc, le besoin personnel dans le département. Au jour d'aujourd'hui, le département attend 230 enseignants pour combler donc, le vide. Actuellement, nous démarrons donc l'année scolaire avec plus de 80% donc, de couverture en personnel enseignant. L'autre défi pour cette rentrée scolaire, c'est l'observation des gestes barrières face au coronavirus. Et pour le compte donc, du département, on a évalué le nombre de groupes pédagogiques, le nombre de blocs administratifs, les laboratoires, les bibliothèques, devant lesquels il faut mettre au moins un dispositif de lave-mains. Et tout point fait, nous avons 252 dispositifs de lave-mains et actuellement nous attendons 683 autres dispositifs de lave-mains. Malgré ces dispositions, les parents, élèves et enseignants sont invités à plus de vigilance. Nous devons toujours observer donc, ces gestes barrières-là et que les parents soient encore plus attentifs. Il ne faut pas qu'ils se disent que le mal est parti, qu'ils accompagnent les enfants, qu'ils les suivent, surtout les masques qu'on leur avait donnés, qu'ils essaient de suivre la propriété de ces masques, que les enfants lavent ça avant de porter. Aux derniers examens, la Donga a fini 8e au CEP, 7e au BEPC et au bac sur le plan national. Le défi cette année, c'est de grimper dans le haut de tableau et seul le travail peut permettre d'atteindre cet objectif. Ces questions, à présent, à quelques jours de la reprise des classes, comment les apprenants se préparent-ils à concilier vie scolaire et pandémie du Covid-19? Sont-ils réellement conscients de ce qu'implique cette maladie et des risques qu'ils encourent? Pour avoir les éléments de réponse à ces interrogations, nos correspondants dans le département de la Donga ont fait immersion dans une famille au quartier Kouyouri, dans la commune de Djougou. On regarde. Maison Issotina. Ici réside Alassane, sa femme et ses 2 filles. L'une est élève et l'autre étudiante. Élève en seconde, je passe en première. Ici, c'est Rainat Issotina, étudiante en sciences politiques à l'université. À quelques jours de la rentrée scolaire et académique, les 2 apprenantes se disent prêtes. Rainat attend la veille de la rentrée pour rejoindre l'université. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis prête, que ce soit matériellement ou psychologiquement. Concernant l'accompagnement des parents, les fournitures, tout et tout, et ils ont déjà préparé. Et en ce qui concerne également le logement, ils ont également assuré de ce côté. Iradatou, la jeune sœur, restera près des parents. C'est le CG1 de Djougou qu'elle va fréquenter. En attendant l'ouverture des classes, avec son père, elle fait le tour des stands de vente de fournitures scolaires pour les derniers achats. Je suis déjà prête parce que pour les fournitures, mon père a déjà tout réglé. Je me suis déjà préparée parce qu'avant d'initier une classe, il faut quand même avoir une idée de ce qu'on va apprendre.
Donc, je me suis dit apprêter il y a longtemps. Pour le déplacement et le petit déjeuner, avec le soutien de mon papa, je crois que tout ira bien. Pour ces deux filles, Alassane et Sotina a mis les bouchées doubles. Les filles sont bien conscientes du sacrifice de leur père. Elles n'ont qu'un vœu. Je me suis dit que je dois réussir pour cette année parce que je suis déjà à un pas de l'examen. Donc, je dois me donner à fond pour réussir. Mon principal objectif, c'est de réussir à l'examen de la licence nationale. L'année scolaire 2020-2021 sera marquée par la pandémie du Covid-19. Et dans leurs préparatifs, les apprenantes ont tout prévu. Je porterai toujours le masque et ayant également mon gel et respectera également la distanciation sociale. J'ai mon gel et surtout mon cache-nez. Je dois l'avoir tout le temps avec moi pour me laver les mains, en tout cas pour me protéger. Pour l'année, Rainat pourra aller à l'université à moto. Sa sœur, elle, devra encore suivre son père ou emprunter seul ce sentier, plus ou moins facile d'accès en saison pluvieuse. Des kits scolaires pour les enfants les plus démunis de commencer dans l'arrondissement de Sebohwe. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance en fait une priorité. Pour preuve, des kits ont été remis aux enfants de cette commune. Il s'agit là de la toute première phase d'une vaste campagne d'assistance devant s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Gilles Dansou et Bernard Djobé. Des kits scolaires pour stimuler la saine émulation au niveau des enfants les plus démunis de la commune de Kpomassé, arrondissement de Sebohwe, village de Vovio. Cette action de remise de kits scolaires aux enfants vulnérables, qui intervient à point nommé au début de cette pré-rentrée, facilitera le maintien de plusieurs enfants à l'école et permettra d'enregistrer de nouvelles inscriptions. Elle favorisera également une mobilisation sociale autour de l'accompagnement des couches vulnérables et améliorera la fréquentation du centre de promotion sociale de Kpomassé par la population de Vovio, de Sebohwe tout entier et de la commune de Kpomassé en général. Le gouvernement attache du prix aux couches les plus démunies. La présente remise de kits scolaires aux écoliers et élèves s'inscrit dans ce cadre. Et les bénéficiaires sont des enfants en situation difficile, identifiés par les centres de promotion sociale, suivant le mécanisme national de ciblage sous la coordination de la cellule Cœur d'Espoir. Cette action consiste, au cours de cette année, à soutenir la scolarisation de ces écoliers et élèves ciblés à travers des appuis en kits scolaires d'une valeur totale sur toute l'étendue du territoire national de 50 millions de francs CFA. Et cette cagnotte provient des ressources de la subvention d'exploitation du Fonds d'appui à la solidarité nationale et des crédits délégués des centres de promotion sociale. Pour cette première étape, 100 bénéficiaires inscrits au cours primaire et secondaire sont retenus pour ce qui concerne le village de Vovio dans la commune de Kpomassé. La scolarisation constitue un élément déterminant dans la formation de la personnalité de l'enfant aujourd'hui et qui sera l'adulte de demain. C'est donc à juste titre que le poète Victor Hugo déclare que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Il dit aussi que l'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. Il faut donc sortir de l'ignorance pour gagner le combat de l'élévation de l'être humain et celui de la lutte contre la pauvreté. Une bonne rentrée scolaire pour ces enfants, gage de bon espoir. Et bien, voilà qui vient mettre un point final à ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.